Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast aborde Par-delà le bien et le mal, qui est une synthèse complète de la philosophie de Nietzsche à sa maturité et plus particulièrement de sa pensée morale. Par-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche est un chef-d'œuvre philosophique stimulant qui remet en question les cadres moraux conventionnels et invite les lecteurs à s'aventurer dans les profondeurs de la nature humaine, du pouvoir et de l'essence de la vérité. Ce texte, d'une écriture étincelante, férocement critique, met en effet au jour comme un problème majeur jusque-là occulté, inaperçu, celui de la valeur. Il y destitue les positions philosophiques passées et présentes et stigmatise, en les analysant un à un, l'ensemble des préjugés moraux qui sous-entendent notre civilisation. Nietzsche revient sur les thèmes développés dans la généalogie de la morale. Il s'en prend également à l'esprit de troupeau, cette propension des masses à agir sans réfléchir, à la manière des moutons de Panurge. En découle un nivellement vers le bas, une morale terne, une morale d'esclave, signe, selon Nietzsche, de la grave maladie contractée par notre civilisation. Face à cet esprit du troupeau, au démocratisme mou, Nietzsche en appelle à un ordre de rang, une nouvelle hiérarchie. Autrement dit, un perspectivisme moral, selon lequel on ne peut appliquer la même morale à tous. Les hommes supérieurs sont ceux qui peuvent inventer leurs valeurs, se poser et s'assumer comme supérieurs aux autres. Face à la démocratie montante, Nietzsche veut réintroduire une aristocratie intellectuelle et morale. Nietzsche s'attaque par la suite à la question des nationalités, en s'appuyant sur une sorte de lamarckisme, afin de démontrer qu'aux nationalités correspondent certaines caractéristiques. Mais son analyse la plus intéressante a trait au nationalisme, qu'il critique de manière très virulente comme une émanation de l'instinct grégaire, un refus de s'assumer comme individu. L'individu noble se hisse au contraire au-dessus de son appartenance nationale. L'âme noble est une âme solitaire, tourmentée, incomprise de la masse. Le corps est une multitude, un troupeau et un berger. Le corps est un système, un monde d'affects et de pulsions qui sont hiérarchisés entre eux, non point de façon transcendante en tant qu'ils seraient subordonnés à une âme, les régissant, mais transversalement en tant qu'ils s'organisent par leurs propres relations mutuelles. Dès lors, parler de pulsions et d'affects comme de données principielles, c'est opérer un renversement de paradigme et opter pour celui du corps, lequel corps, peut-être, est finalement, sinon mieux, du moins autant connu que la prétendue âme. Paradigme explicatif, en effet, permettant de mieux connaître un ordre de réalité, mais paradigme qui est aussitôt étendu par Nietzsche au monde inorganique sur la base d'une comparaison avec l'organique. Le monde inorganique, parfois, ressemble au monde organique, et peut-être est-on en mesure de retrouver en celui-là les mêmes modalités pulsionnelles à l'œuvre dans celui-ci. En effet, pourquoi ne renverserait-on pas la hiérarchie matière-esprit et qui régit l'inorganique, comme l'on a renversé la hiérarchie âme-corps au plan de l'organique? Lorsque Berkeley pose le principe immatérialiste selon lequel être, c'est être perçu, il place l'esprit qui perçoit en position créatrice donc hiérarchiquement supérieur à la matière perçue. Le modèle à l'œuvre ici étant celui de l'agent et du patient. De même, lorsque Schopenhauer fait figurer la Maya hindoue, l'illusion phénoménale, l'illusion des phénomènes comme constituant le monde et la représentation de ce monde par l'homme comme illusion dédoublée en l'esprit, n'opère-t-il pas le geste classique de la disqualification du matériel et ne démontre-t-il pas, une fois de plus, l'inadéquation de celui-ci à l'esprit, entendu par Schopenhauer comme volonté? Avec la volonté de puissance, ce qui est posé, c'est donc le refus d'une fondation transcendante de ses effets, le refus d'un principe interprétatif du monde tel qu'il se constate. Il n'y a pas de caractère intelligible du monde, ou plutôt, car l'usage des guillemets traduit chez Nietzsche une relecture polémique des termes. Il n'y a pas de caractère intelligible exogène au monde et qui viendrait conférer sens à ce dernier depuis une transcendance hors d'atteinte et illusoire.
caractère intelligible doit au contraire s'entendre comme ce qui ne maintient pas l'opposition dualiste intelligible-sensible, mais comme ce qui a même le sensible comme première et seule donnée, confère au monde une intelligibilité qui propose de ce dernier une interprétation rigoureuse et rien de plus, car il n'y a rien de plus que le monde tel qu'il est. Dans la première partie de Par-delà bien et mal de Friedrich Nietzsche, Les préjugés des philosophes est une critique approfondie des philosophies traditionnelles. Nietzsche introduit son examen en remettant en question les fondements sur lesquels les philosophes du passé ont construit leurs édifices intellectuels. Il soutient que beaucoup de philosophie traditionnelle est intrinsèquement corrompue par des préjugés linguistiques et culturels profondément enracinés, lesquels sapent l'objectivité et l'universalité supposées de leurs conclusions. L'appel de Nietzsche au scepticisme implique une réévaluation des croyances héritées et une ouverture à la possibilité que tout ce qui est cru être vrai pourrait être autrement. Cette perspective critique démantèle non seulement l'objectivité supposée des philosophies traditionnelles, mais ouvre également la voie à une nouvelle approche qui embrasse l'incertitude et la complexité. Dans Par-delà bien et mal, Friedrich Nietzsche avance le concept de l'esprit libre, explorant les caractéristiques et les implications de l'indépendance intellectuelle. L'esprit libre de Nietzsche incarne un changement radical, loin des contraintes imposées par la société et les modes de pensée traditionnels. Cette section se penche sur la nature de l'esprit libre, la libération des normes sociales et l'adoption du scepticisme et de l'individualisme comme voie vers des vérités plus profondes. L'esprit libre se distingue par son audace, son courage et sa quête incessante de connaissances libérées des dogmes historiques et des attentes sociétales. Nietzsche illustre que l'esprit libre résiste activement au confort de la conformité et à l'acceptation des vérités établies. Au contraire, il remet courageusement en question tout, y compris les croyances et valeurs les plus profondément enracinées qui gouvernent la pensée et le comportement humain. Dans la troisième partie de Par-delà le bien et le mal, Nietzsche se penche sur la nature religieuse de l'humanité, examinant les racines et les implications de la croyance religieuse. Il commence par explorer les fondements psychologiques et socio-culturels qui donnent naissance à la foi religieuse. Nietzsche soutient que les doctrines religieuses émergent souvent des désirs humains de réconfort, d'ordre et d'explication face à un monde indifférent et imprévisible. L'aspect psychologique de la religion agit comme un mécanisme de défense pour faire face aux incertitudes de la vie et à la souffrance inhérente. En embrassant les récits religieux, les individus trouvent réconfort, but et un sentiment d'appartenance au sein d'une communauté partageant leurs convictions. Sur le plan socio-culturel, Nietzsche examine comment les doctrines religieuses sont perpétuées et renforcées au sein des sociétés. La religion, affirme-t-il, fonctionne comme un moyen de contrôle social, maintenant l'ordre et la hiérarchie en promouvant un ensemble de valeurs et de normes communes. Ces doctrines reflètent souvent et renforcent les structures de pouvoir au sein d'une société servant les intérêts de ceux en position d'autorité. Dans la quatrième partie de Par-delà bien et mal, Friedrich Nietzsche présente une collection d'épigrammes et d'aphorismes qui résument ses réflexions sur divers sujets philosophiques. Ses pensées condensées offrent une exploration concise mais profonde de la nature humaine, de la moralité et des normes sociétales. Chaque aphorisme, bien que bref, est riche de sens et invite à une réflexion approfondie et à une analyse. Un des thèmes récurrents de Nietzsche dans cette section est l'évaluation de la vérité et la nature de la perception humaine. Il affirme que ce que nous considérons souvent comme étant la vérité est influencé par nos désirs, nos peurs et notre conditionnement social. Nietzsche examine comment les valeurs morales sont souvent imposées par les détenteurs du pouvoir pour maintenir le contrôle et réprimer l'individualité. Il soutient que la prétendue moralité
est fréquemment un outil de manipulation plutôt qu'un véritable guide pour mener une vie vertueuse. Les aphorismes de cette section abordent également les thèmes de l'amour, du pouvoir et de la condition humaine. Les réflexions de Nietzsche sur l'amour mettent en avant la nature complexe et souvent contradictoire des émotions humaines, soulignant comment l'amour peut être à la fois une source de joie profonde et de souffrance intense. Dans la partie 7, Nietzsche explore le concept de vraie noblesse, le distinguant nettement des compréhensions conventionnelles du bien et du mal. Il met au défi le lecteur de repenser ce que signifie être noble d'une manière qui transcende les cadres moraux traditionnels. Selon Nietzsche, la vraie noblesse ne consiste pas à se conformer aux normes sociétales ou aux prescriptions éthiques. Elle réside plutôt dans la force, la créativité et le dépassement de soi qui définissent le caractère exceptionnel et le potentiel d'un individu. L'individu noble, aux yeux de Nietzsche, possède une force inhérente qui va au-delà de la simple puissance physique ou du statut social. Cette force se manifeste dans la capacité à se maîtriser soi-même et à surmonter l'adversité avec un sentiment de dessein et de résolution intérieure. Un tel individu affronte les défis de front et les utilise comme des opportunités de croissance, plutôt que de s'y soumettre. Par-delà bien et mal de Nietzsche se conclut dans la partie 8 par une récapitulation et une réflexion où il revisite et synthétise les thèmes et idées essentielles présentés tout au long de l'ouvrage. Cette section finale sert de couronnement, réunissant les fils conducteurs de sa philosophie pour renforcer et clarifier sa vision radicale. Au cœur de la critique de Nietzsche se trouve l'idée que les philosophies traditionnelles ont été marquées par des préjugés profondément enracinés dans des présupposés linguistiques, culturels et moraux. Il remet en question ces croyances héritées, suggérant qu'elles étouffent une véritable investigation philosophique et une croissance intellectuelle. Nietzsche insiste sur le fait que les philosophes doivent transcender ces préjugés pour découvrir des vérités plus profondes et authentiques sur l'existence et la nature humaine. Un élément essentiel de la philosophie de Nietzsche est le concept de l'esprit libre. Selon Nietzsche, un esprit libre est un individu qui s'est libéré des normes sociétales conventionnelles et des vérités établies. Cette indépendance intellectuelle se caractérise par un scepticisme profond et un engagement pour l'exploration personnelle et l'individualisme. En incarnant ces traits, l'esprit libre peut sonder plus profondément dans la nature de la réalité et de l'existence humaine, remettant en question ce que les autres acceptent comme acquis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.